à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier interlude de cette saison 6. Donc c'est le grand retour de de ce format, de cette chronique, Cette grande émission. La meilleure de cette chaîne. Bon, pas vraiment. Par moi. On fait tout ce qu'on fait très bien. Tout est à égalité. Tout est à égalité. Ça. Donc on est très content de revenir pour cette nouvelle saison d'interlude culturel. Et on commence tout de suite par afficher le sommaire. Et vous pouvez voir tout de suite qu'il y a du très très lourd parce qu'on s'attaque à un des grands films de cette année, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Des grands films. Un des grands films attendus de cette année. Et on espère que vous allez apprécier tout ça. Et que... Puis voilà. Passer du bon temps. Exactement. On commence tout de suite. It was me, James. The author of all your pain. On est très content de pouvoir vous parler de Spectre avant sa sortie française, donc le 11 novembre, donc dans quelques jours, si vous voyez cette vidéo dès sa sortie, parce qu'on a été voir le film à son avant-première. Non, on fait une critique que sur des spéculations. Alors... on a été voir son film à son avant-première au Grand Rex. Alors moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis un grand fan. Pourquoi t'as fait ça, putain? Je suis un grand fan de la saga James Bond. Tu les as tous revus avant. Je les aime tous. Ok, non, pas tous. Loin de là même. Demain ne meurt jamais. Moi je l'aime celui-là. Bref, on s'en fout. J'aime beaucoup la saga James Bond, même si tous les films sont inégaux, etc. Et qu'il y en a qui ont des défauts, qu'il y a pour moi aucun vraiment très grand film à part Casino Royale, que j'aime vraiment beaucoup pour le coup. Mais j'étais toujours très content de la sortie d'un nouveau James Bond, toujours très content d'aller le voir, et du coup je pouvais pas rater Spectre. Et on va essayer de faire une vidéo qui soit un peu plus long que l'apparition de Monica Bellucci dans le film, donc ça va dépasser les 4 minutes 30. Ah c'est bon, t'as déjà fait un quart. Donc voilà, Spectre, c'est le 24e James Bond, et c'est le 4e avec Daniel Craig. Et son avant-dernier. Et son avant-dernier, théoriquement, ça pourrait être son dernier, a priori, on sait pas. Et donc, ça raconte du coup l'histoire de Spectre. Alors pour ceux qui sont... ça peut pas être bizarre comme phrase, mais en fait, Spectre, c'est une organisation présente dans les premiers James Bond, donc des Dr. No, jusqu'à... je sais plus lequel exactement, mais en gros, pendant tous les James Bond de Sean Connery, en gros, on va parler de Spectre. Et après, ça disparaîtra pour les problèmes de droit, où la société qui produit James Bond a perdu les droits de Spectre, qui étaient en gros les renaissances de méchants, et donc Blofeld était le chef et le grand ennemi de James Bond, le fameux mec qui a le chat sur ses genoux, qui a été tant de fois parodié. Mais du coup, là, ça y est, Eon, Everything or Nothing, la boîte qui possède James Bond, a enfin pu racheter les droits de Spectre, et ils se sont dit, c'est l'occasion de faire Spectre, de pouvoir faire revenir Blofeld, etc. Et donc, du coup, c'était quand même un grand retour de la saga, donc j'étais très intéressé pour voir ce qu'ils allaient en faire, surtout puisque, depuis Casino Royale, qui est un reboot de la saga a pris des chemins différents de ce qu'on avait vu avant, et se basait plus sur ce à quoi les livres ressemblaient en termes d'un James Bond plus froid. On l'avait déjà vu ça avec Dalton, mais pour le coup, c'est vraiment ça que j'aime bien dans James Bond, c'est vraiment cet esprit-là, plus noir, plus sombre, avec un James Bond un peu froid. Et moi j'étais très hypé pour ce Spectre, parce que j'avais adoré Skyfall à la sortie, un peu moins après par la suite en le revoyant, mais du coup, c'est l'occasion de parler de Spectre. Alors, Spectre, c'est réalisé par Sam Mendes, qui était le même réalisateur qui avait réalisé Skyfall. Et Skyfall, pour moi, son plus gros point fort, c'est sa réalisation et sa photographie, qui sont vraiment complètement dingues. Et Mendes, ici encore dans Spectre, il a encore fait un travail de fou, tu peux confirmer. Oui, franchement, au niveau de la réalisation, c'est très très propre, très bien cadré. Du coup, j'étais allé à l'avant-première avec toi parce que on m'a pas trop explicité auparavant. Mais du coup, j'ai pas vu beaucoup de James Bond, j'ai juste vu Casino Royale en Blu-ray chez moi, et Demain ne meurt jamais au cinéma quand j'étais petit. Non, mais un autre jour. Non, un autre jour, putain, je les confonds toujours. Et du coup, moi, James Bond, moi je m'attendais juste à... En allant voir ce James Bond là, du coup j'avais vraiment envie de voir un bon film d'action, genre un truc bien réalisé, puisque James Bond a quand même une réputation derrière lui, et du coup je m'attendais à vraiment avoir un film qui était bien réalisé, etc. Et c'est ce que j'ai eu. Au niveau du cadrage et au niveau de la réalisation en général, du coup c'est très très propre, c'est bien maîtrisé, il n'y a pas d'approximation en fait. Tu sens que vraiment tout est
bien Millimétré. cadré, quoi, millimétré. Pour ça, à ce niveau-là, pour moi, ça s'était jamais fait dans James Bond avant Skyfall. Il y a une Casino Royale qui est bien réalisée, n'est pas aussi bien réalisée que Skyfall l'est, et vraiment, c'est quelque chose qui me manquait vraiment. Là, tu parles de la précision de la réalisation, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui a été apporté et qui fait vraiment qui porte James Bond au rang de grands films en termes de réalisation, parce que Spectre encore, comme tu l'as dit, est vraiment hyper bien. Mais du coup, le seul truc qui m'a un petit, enfin, en gros, le seul truc qui m'a un petit peu gêné avec la réalisation, c'est que c'était trop propre, en fait, trop maîtrisé, et du coup, la caméra, elle était, enfin, le seul problème avec la caméra, c'est qu'elle bougeait pas, elle était pas assez dynamique, et du coup, je trouvais que c'était trop posé, et du coup, ça manquait un petit peu de rythme et de vie, en fait, dans le cadre. Et typiquement, enfin, je ressentais pas, en règle générale, la réalisation me faisait pas ressentir de la tension ou du stress ou des choses comme ça. Et du coup, même au niveau du montage, je sais pas si c'est tellement rattrapable, mais du coup, au niveau de la caméra aide pas à instaurer vraiment une grosse tension, etc. Et il y a des scènes de tension, mais disons que c'est trop propre, trop maîtrisé, pas assez sale, tu vois, pour que ça instaure une tension. Et justement, à titre de comparaison, après ça vaut ce que ça vaut, mais genre l'une des dernières séquences du film Argo de Ben Affleck instaurait beaucoup mieux sa tension avec sa caméra qui était un petit peu plus, un peu moins statique, un peu plus shaky, etc. Oui, voilà, et du coup ça instaurait beaucoup plus de tension dans Argo plutôt que dans James Bond. Et à chaque moment, justement, là ça part dans le scénario du coup, mais du coup à chaque moment, je pensais pas que James Bond risquait sa vie et était en danger à chaque moment, ou que n'importe qui d'autre était en danger à n'importe quel moment, en fait. Du coup, ce film resté un peu las devant, quoi. Ce film ne m'a rien apporté émotionnellement, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que c'est vrai que, en gros, le gros problème de Spectre pour moi, c'est qu'il a pas assez d'enjeux. En fait, dans le fait, il y en a, parce que c'est Retour de Spectre, il y a le grand chef de l'organisation. Ouais, on t'instaure une espèce... Christophe Waltz qui joue le méchant, enfin. Ouais, voilà, mais même Christophe Waltz, il dégage pas grand chose dans le film, pas à cause de lui, mais pas à cause de l'écriture de son personnage, qui pour moi a pas assez de place dans le film. Tu ressens pas assez l'importance du danger. Alors, ils essaient de faire une petite histoire de lien entre le héros et le méchant, c'est un peu cliché, ça marche pas, moi j'aime pas trop, certains aiment, moi je trouve que c'est un peu bidon, donc ça aide pas encore à rendre le... En fait, il y avait de quoi faire une confrontation de ouf, mais finalement non, parce qu'on te parle surtout de surveillance massive, etc. Et c'est pas des enjeux qui sont assez saisissants, et puis même on te présente Spectre, on te dit que c'est ouf, c'est quand on te présente ça comme une grande menace, mais on te montre jamais pourquoi c'en est une. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment ça manque vraiment. Moi, je pense que le gros problème du film, c'est que c'est beaucoup d'exposition et pas assez de climax. Il y a pas de climax en fait. Il y a pas de climax, c'est juste, mais c'est vraiment très très léger. Ça arrive très rapidement et du coup, t'as pas de montée en puissance, t'as pas de climax, c'est juste beaucoup d'exposition et pendant le film d'ailleurs 2h30 je crois. Et on s'ennuie jamais. Ouais, on s'ennuie pas, même si tu sens qu'il y a quelques petites longueurs parce que du coup la réalisation elle tombe très vite, comme je disais au début. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais d'accord. Mais moi je trouvais que la réalisation tombait très vite un petit peu dans une sorte de lassitude, et du coup visuellement, t'avais pas de choses pour te remotiver à regarder. Il y a beaucoup de péripéties et beaucoup de scènes d'action, d'ailleurs beaucoup plus que dans Skyfall. Elles sont toutes vraiment super cool. La scène d'intro, moi je trouve vraiment géniale. Skyfall, pourtant, les 30 dernières minutes, c'est action. Ouais, mais donc ça arrive quasiment qu'à la fin dans Skyfall. Alors que là, c'est vraiment tout le long du film. Tout le long du film, il y a de l'action régulièrement et de l'intrigue. Donc pour moi à ce niveau-là, le film est hyper bien géré, mais c'est dans son histoire, comme RL le dit, il n'y a pas assez de climax. C'est-à-dire que tu vas avoir l'exposition de comment on va arriver à découvrir Spectre, et ensuite toute l'exposition de comment on va arriver à comprendre ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent découvrir ce qu'ils veulent faire, etc. Et après l'exposition de comment on arrive vers le climax, et finalement qui arrive vraiment juste vite fait. Et j'étais hyper déçu pour ma part de la résolution du film. Ça tombe d'un coup, le méchant, tu sais pas vraiment, il a le temps d'avoir un impact de fou. On l'a jamais senti comme une grosse menace, alors qu'on te le présente comme entre guillemets presque le pire méchant qu'a jamais affronté James Bond, alors qu'en fait non, limite celui de Skyfall il est beaucoup plus dangereux. Même le méchant lui-même, il est pas très, il est charismatique, mais il est
enfin, il est pas si différent. Il est pas. Oui, il a pas assez de prestance, c'est pas assez de classe, et il montre pas qu'il est dangereux en fait. Voilà, il essaie de montrer en titillant James, et encore là, même là, c'est bizarre, on n'arrive pas à trouver le sens enfin, on n'arrive pas à saisir la personnalité de ce personnage qui est de Blofeld. Et par exemple, parfois dans l'écriture, ils reprennent un peu, et il l'avait déjà fait dans Skyfall, du coup c'est chiant. Enfin, ils reprennent des écritures que tu pourrais trouver dans le Joker de Nolan. Ils reprennent un peu des trucs comme ça, ou dans le personnage de Joker en général, pas que dans Nolan. Même par rapport aux autres rôles de Christophe Waltz, Ouais, qui du coup, c'est t'as l'impression que c'est Christophe Waltz qui fait du Christophe Waltz. Mais ça, c'est toujours... Et oui, d'accord, mais mais du coup voilà. Mais à titre de comparaison par rapport au fait que ce soit une exposition, j'ai surtout trouvé que ça ressemblait beaucoup. J'ai surtout trouvé que ça ressemblait beaucoup à genre à Hunger Games 3, enfin la Révolte partie 1. Ouais, c'est-à-dire que ça fait de l'exposition et que là tu te dis bah dans le prochain film ça sera vraiment le moment où ça va péter. Et on sait pas s'il y a un prochain film. Oui, c'est ça. Pour moi, vraiment, il y a Spectre, c'est vraiment Spectre 1. C'est pas genre Spectre 2. C'est peut-être possible, on sait pas, on n'a aucune idée. Spectre partie 2. Spectre partie 2. Pour moi, il peut y avoir matière à avoir une suite qui serait vraiment excellente, qui serait vraiment... Ce serait bien qu'il y ait Monica dans celle-ci d'ailleurs, parce qu'elle est pas trop dans celui-ci. Et non, d'ailleurs, un truc qu'il faut que je précise, parce qu'il présente vraiment Spectre pendant tout le film comme la conclusion de l'ère Craig. Ils le présentent pendant tout le film et te font tout te dire que tout ce qu'a fait Craig, enfin tout ce qu'a fait James Bond dans l'ère d'année Craig, a un rapport et s'entremêlent pour arriver à Spectre. Genre, en gros, tous les méchants qu'a combattu James Bond faisaient partie de Spectre. Sauf que ça a aucun sens, parce que genre, le personnage de Skyfall, le méchant, toi tu l'as pas vu, c'était trop accentué déjà. Je trouvais que ça faisait... Ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, où genre on disait, alors regarde les épisodes précédents, enfin il y avait super... Toi tu les as pas vus, donc... Moi je connaissais, non mais je connaissais un petit peu visuellement, enfin je me souvenais un petit peu des personnages, parce que j'avais vu les bandes annonces et des trucs comme ça, mais du coup je me disais, enfin... Merci quoi, enfin ça, d'accord c'est cool, genre y a les personnages précédents sont liés à Spectre, mais voilà, enfin après derrière tu sais pas, ça atterrit sur les... Mais il étaye pas, alors encore le, oui, surtout, encore le méchant de Skyfall qui appartient à une organisation, non, ça a aucun sens. Ça m'a vraiment je l'ai vu il y a 2 ans, mais même ça m'a saoulé parce que genre ça a pas de sens par rapport à Skyfall qui est la quête du méchant est une quête personnelle, et du coup qu'est-ce que ça va foutre dans Spectre, l'organisation, tu vois. Enfin, et du coup ils essaient trop de faire ouais c'est un lien jusqu'à ce que tu crois pas trop, alors qu'ils ont juste fait le chiffre et Quantum, enfin toute l'organisation qu'il y a dans Quantum of Solace, ça aurait pu avoir du sens, mais bref, du coup ils en font trop, et du coup ils te présentent vraiment ça comme l'aboutissement de l'ère Craig, mais tu sens pas que c'est l'aboutissement à la fin du film. Ça pourrait se terminer là, ça pourrait vraiment se terminer là, l'ère Craig, parce que la fin est ce qu'elle est, sans spoiler, mais pour moi si ça s'arrête là, c'est absolument décevant. Mais si on fait encore un épisode avec Craig et qui continue l'histoire de Spectre, parce qu'il y a aussi matière à faire une suite, vraiment, et ben là on pourrait vraiment l'aboutissement, et ça pourrait vraiment être génial d'avoir la suite pour faire en sorte que ces 5 films soient une entité en elle-même et que ce soit vraiment hyper intéressant dans leur ensemble. Enfin, mis à part ça, j'ai trouvé que en règle générale, par sa bande son, le film s'intégrait quand même à l'univers James Bond, mais peut-être un petit peu trop. Je trouvais que c'était un petit peu trop forcé, parce que t'as le thème principal du coup de James Bond qui revient assez régulièrement. Il est pas, oui non, enfin moi je l'ai trouvé un peu trop présent, parce que du coup il avait pas assez de variations ou de choses comme ça. Et du coup, t'as l'impression que genre il le mettait parce que c'est James Bond, et que du coup on va te mettre le thème principal de James Bond, mais sans vraiment de saveur, tu vois. T'es là. Enfin, c'est pas vraiment une reprise du thème, c'est genre c'est le thème tel qu'il est, sans vraiment le faire varier. Et du coup, tu l'entends genre peut-être 2-3 fois pendant le film, quelque chose comme ça. Et du coup, moi je trouvais que ça revenait un peu trop souvent et pas assez varié. Tu l'entends au début et à la fin, c'est limite, c'est le. Oui. Comment dire, c'est le. Oui, c'est le modèle. C'est le modèle quasiment. Mais en fait, moi, pour la musique, moi, je trouve ça assez bien que tu parles de ça, parce que pour moi, c'est un point hyper important de James Bond, la musique. Tout le première partie de la saga. C'était John Barry qui faisait la musique, et John Barry il a fait un travail vraiment exceptionnel. C'est le meilleur compositeur de la saga, et il a instauré vraiment toute l'ambiance de James Bond qui se dégage. Et dès qu'il a arrêté, de nos jours il est mort en 2011, et il a arrêté depuis quelques années avant de mourir, et même 10 ans avant, quoi, 10-20 ans.
Bon, je sais plus, il était vieux. Et du coup, dès qu'il est parti, l'ambiance musicale, quand j'ai revu la saga entière, enfin, dès qu'il est parti, mais c'était mon dieu, l'ambiance musicale, c'était plus du tout pareil, c'était une catastrophe. Et dès que tu arrivais à Casino Royale, et c'était David Arnold qui faisait la musique, c'était vraiment très très bon. Quantum of Solace, qui est très dénigré, sa BO, elle tue. Et dès que c'est Sam Mendes qui a repris la saga, c'est son compositeur attitré qui bosse dessus, donc c'est Thomas Newman, qui est vraiment très 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 bon. Et là encore, moi en tant que fan, j'étais hyper content de retrouver des ambiances de John Barry dans les thèmes composés par Newman, mais aussi des thèmes tout à fait différents. Il y a vraiment une diversité dans ce OST que j'ai trouvé vraiment très très bonne. Alors ils reprennent, des fois ils modifient un peu le thème principal, mais légèrement de temps en temps, mais l'instrumentalisation ou des choses comme ça quoi, mais pas vraiment les notes, tu vois, enfin c'est voilà. Pas des variations de notes, c'est plus des variations d'instruments. Et dans la BO il joue aussi sur le thème du générique qui est Waltzing on the Walls, et il joue sur l'instrumentalisation de cette chanson, aussi, ouais. Et on sort pour faire un espèce de fil conducteur du film, et qui est pas mal du tout. Par contre, il y a l'OST, on pourrait peut-être reprocher de ne pas avoir assez de... pas dégager quelque chose de thème principal, d'avoir plein d'ambiances différentes. Autre que celui du James Bond qu'on connaît, quoi. Non, pas dégager plein de thèmes différents, mais pas finalement de faire un truc qui soit cohérent, voilà. C'est ce qu'on pourrait reprocher. Ce qui m'embête aussi, c'est que l'OST, pendant que je regardais le film, j'ai pas retenu l'OST ni rien. Enfin, elle m'a pas marqué. Mais j'y faisais attention. Oui, d'accord, toi tu faisais attention, mais moi, je regardais le film, je trouvais que l'OST était un petit peu... elle va bien avec l'image du coup, mais je l'ai trouvé un petit peu plate et sans vraiment de saveur en fait. C'était du classique par rapport aux autres films d'action que j'avais déjà vus. C'est-à-dire oui d'accord, mais du coup j'avais déjà vu genre par exemple des films ou des jeux vidéo qui reprenaient le thème principal et qui le découdrent un petit peu. Le thème musical chanté... la chanson principale, du coup le découdre un petit peu dans plusieurs variations, ça a déjà été fait autre part, et du coup ça m'a moins surpris, et j'ai moins fait attention en tout cas. Et du coup, globalement, de mon côté en tout cas, c'est comme je disais, je suis pas trop très attentif au James Bond ni rien, parce que je connais la saga de très très loin, mais du coup, moi ce qui m'a donné, l'impression que le film m'a donné, c'était que c'était assez fade. Après c'est juste mon avis, après vous ferez peut-être vous dans sa globalité, c'est qu'il me semblait un petit peu fade et peut-être pas assez punchy en fait, pas assez percutant. Genre, non mais justement là c'est juste mon avis pour le coup, mais c'est juste que j'ai trouvé de par sa réalisation et de par son OST que c'était classique mais un peu fade, tu vois, que ça manquait un petit peu de piment, tu vois. D'accord. Et voilà. Et ouais, il y avait plein de trucs que j'ai beaucoup apprécié, genre par exemple, il y a ce personnage qui est joué par Dave Bautista, qui est un catcheur et qui joue un espèce de sidekick du méchant qui est vraiment extrêmement bon et qui rappelle les meilleurs sidekicks du méchant qu'il y a eu dans la série. Par exemple, le plus connu c'est Jaws, le requin, et t'en as d'autres aussi, mais bref, lui il est vraiment très très bon, et j'ai vraiment trouvé vraiment super ce méchant qui une brute épaisse, qui maltraite James Bond, et tous les combats, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais tous les moments de combat frontaux avec lui sont vraiment hyper cool. Enfin, il y a une scène que moi j'ai trouvé géniale, et c'est une espèce de méchant récurrent, mais qui disparaît trop vite du film, à mon avis. Et donc ça c'est des trucs que j'ai trouvé vraiment vraiment hyper cool, qui m'ont vraiment ravi en tant que fan, et qui je trouve vraiment dynamiser vraiment l'action, d'avoir des espèces de plusieurs méchants comme ça à affronter, et qui donc pour parler de l'effet que ce soit un peu plat, faut parler des scènes d'action, mais elles sont vraiment pour moi vraiment cool, mais peut-être pas inscrit suffisamment dans les enjeux en fait. Ça tombe juste genre c'est une action comme ça parce que à tel moment les méchants vont arriver, mais ça n'a pas forcément de sens scénaristique. C'est le moment de la scène d'action de James Bond, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait du coup quand James Bond affrontait Batista, du coup j'avais pas peur pour James Bond, je savais qu'il allait forcément d'une manière ou d'une autre s'en sortir, et que j'avais pas peur pour le personnage. En fait, le but de James Bond, c'est pas forcément d'avoir peur pour le personnage, mais le problème de la saga Craig, on va dire, c'est que le scénario est tellement pris au sérieux par rapport au précédent, qui n'était pas non plus des comédies, hein, mais qui était plus léger. Et ben là c'est tellement pris au sérieux, tellement pris, on te met genre en avant des enjeux, etc. et tout, à un tel point que si ça marche pas suffisamment, et ben c'est une déception. Alors que dans les précédents ça aura pas été une déception, ça aurait juste été un film normal. Le problème aussi du coup au niveau du rythme dans Spectre, c'est qu'ils mettent autant en avant les personnages secondaires que les personnages principaux. Par exemple maintenant les personnages de Moneypenny et de M ont vraiment une véritable importance et font des trucs dans l'histoire. Bon, en même temps M
maintenant il est joué par Ralph Fiennes, qui est un acteur exceptionnel. Et bon, Judi Dench était super aussi. Hein. Mais là, du coup, à un tel point qu'il veut vraiment inclure autant dans l'intrigue que James Bond, et du coup ça fait trop de diversion en gros, enfin on s'éloigne trop du coup de James Bond et son intrigue et de tout ce qui aurait pu du coup faire toute l'intensité du film pour des trucs qui sont du coup bien faits faut le dire, mais moins intéressants et du coup qui cassent pas le rythme et qui empêchent le film de raconter vraiment seulement ce qui aurait été le plus intéressant, ce qui fait que du coup il a un rythme un peu bâtard qui du coup n'a même pas l'aboutissement de la saga Craig qu'on aurait pu qui est tel que le film se présente finalement. Donc ça c'est vraiment là ça c'est un bon point qui amène malheureusement qui a un mauvais revers de médaille comme on dit. C'est-à-dire que là c'est là où ça marche moins bien, c'est dommage. Ce qui m'a aussi dérangé aussi, c'est qu'il développe aussi beaucoup Spectre, etc. Enfin, le gros danger de Spectre, tu pouvais déjà le retrouver dans des gros films de super-héros. Genre par exemple, si vous connaissez un petit peu et si vous avez vu le film, on va vous expliquer que Spectre fonctionne exactement comme une autre organisation qui était présente dans l'un des films Avengers, enfin pas de Avengers, mais genre un des films de Marvel, du Marvel Cinematic Universe. Sans aller dans trop les détails, c'est un deuxième opus d'un film. Même au-delà de ça, c'est un truc qui est classique, qui est même dans l'actualité, oui, voilà. etc. Enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est pas. Il manque un truc, quoi. Enfin, il manque un prochain film. Non, déjà, il manque des enjeux dans le film là, et enfin, il manque de menaces dans ce film là, et surtout, il manque l'aboutissement dans un futur film. Enfin, moi, je veux vraiment une vraie confrontation, bordel, quoi. Enfin, là, tu l'as pas, quoi, et c'est vraiment frustrant. Enfin, moi, le film, au début, j'étais trop à fond, vraiment, et genre, c'était trop bien. Enfin, moi, j'avais la scène d'action, c'était super cool. La séquence pré-générique, elle déchire. Et Monica est bien quand elle est là. 10 secondes, on la voit bien. Après, non, il y a plein de trucs qui sont stylés. Et puis même Léa Seydoux qui est hyper critiquée, elle est juste vraiment hyper bien et son personnage est hyper intéressant. Mais là encore, elle pas assez développée, sa relation va trop vite avec Craig. Bref, c'est encore des trucs qui peuvent être développés dans le prochain opus. Bref, on a compris en gros le principal défaut du film sans s'éterniser. Mais c'est vraiment, il se dégage un truc un film que j'ai beaucoup aimé, mais que final, qui m'a déçu. Et parce qu'il va pas au bout. Pour moi, il va pas au bout. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est ce que je lui reproche. Au-delà de ça, je pense que vous pouvez tout à fait aller le voir. C'est un super divertissement, c'est un bon film d'action. Et c'est rare de voir des films aussi bien réalisés dans le blockbuster triple A. Un bon divertissement, je pense que c'est un bon divertissement. Nous, on l'a payé 21€. Tu vas le voir en cinéma normal. Et franchement, il est cool, quoi. C'est un bon, tu t'amuses bien. C'est 2h30. Franchement, il est bien réalisé. La qualité d'image est top. Ça fait plaisir. Moi, je trouve ça vraiment plaisir de voir ces qualités-là de réalisation dans un triple A. C'est tellement rare. À part chez Nolan, tu l'as tellement rarement, quoi. Ouais. Du coup, ça c'est cool, mais c'est dommage que ça aille pas au bout de ce que ça aurait pu être. En gros, c'est une déception, mais il y a quand même des trucs à sauver. C'est un bon film, mais c'est pas le film que t'étais en droit d'attendre aussi. Qu'on était en droit d'attendre en vue des enjeux présentés. Ok, d'accord. La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. Donc j'écorche peut-être un petit peu son nom parce que c'est un nom un peu compliqué à prononcer, bien que le monsieur... déjà la haute littérature. Voilà, bien que le monsieur soit américain finalement et que ce soit pas du Tolstoï ou autre nom qui sonne comme ça. À mon avis, C'est un livre qui est vraiment très réputé et très connu. Par exemple, je sais que c'est le livre préféré de Sam Lake, le créateur de Max Payne, d'Alan Wake. Donc c'est un exemple complètement au pif, mais c'est un livre qui est vraiment réputé, très réputé. Moi je l'ai découvert grâce à la communauté Sens Critique littéraire qui est petite mais qui permet de découvrir des œuvres généralement plutôt bien et qui généralement me tient éloigné de toutes les œuvres qui sont un peu plus axées onanisme intellectuel. On va voir qu'il y a traduction, branlette. Traduction, branlette intellectuelle. C'est vrai, n'oublions pas que notre public... Donc c'est un livre déjà qui est très spécial rien qu'avec sa structure. Donc je vais vous montrer un peu la structure du bouquin. Bonne chance pour montrer ça à la caméra. Là il est à l'endroit. Donc déjà l'écriture est à l'envers. Il y a des pages où il n'y a rien, il y a des pages où il y a plein de trucs. Il y a des pages
où il y a plein de fois le même mot. Enfin voilà, déjà quand là il y a des matrices, il y a des machins. Donc déjà quand tu feuillettes. C'est plus rapide à lire qu'on s'en pense du coup. Non. quand tu feuillettes le truc, en fait, tu te dis déjà, ok, c'est un truc totalement what the fuck. Mais vu que les gens l'aiment, tu te dis que c'est du génie. En fait, non, c'est quasiment que de la branlette. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais peut-être Voilà, attends. Alors, attendez, je vais vous dire pourquoi. Attention. Non, c'est pas. Non, c'est. Je vais vous dire. VGM détruit vos classiques, le retour. Mise en garde. Ce n'est que l'avis de VGM. Au cas où. Ouais, Au cas où. Vous avez le droit de penser Non, différemment. mais de en VGM. fait, même les gens qui aiment le bouquin sont d'accord avec ça, en fait. Mais ils aiment. Ça, c'est très compliqué, je vais expliquer. En fait, alors, en gros, il y a quand même une histoire dans ce livre, hein, c'est pas juste des mots qui veulent rien dire les uns à la suite des autres. En fait, c'est l'histoire ça commence sur l'histoire d'un mec, qui s'appelle Johnny Errant. Ok, donc c'est Johnny Errant, c'est un américain lambda, complètement, le mec qui n'a aucun intérêt. Et l'histoire commence un jour où il va chez un aveugle qui est mort, et il trouve un manuscrit, écrit par l'aveugle, qui est mort. Donc déjà, ça commence un manuscrit écrit par un aveugle. Le mec qui commence à écrire sa phrase et il finit sur la table. Non, il est parfaitement bien écrit et tout. C'est écrit par. En fait, parce qu'en fait, a priori, ça aurait été peut-être écrit par des filles qui sont venues, ils dictaient, et voilà. On sait pas. Le mec avait ses biatchs quoi. Le mec avait ses biatchs, exactement. Et donc, ouais, donc il y a cet aveugle-là qui s'appelle Zampano qui a ce recueil de la Maison des Feuilles. Et du coup, Johnny Errant, il le voit, il le récupère, il l'emmène chez lui, il commence à le lire. Et donc, en fait, on va avoir à la fois le récit de Johnny Errant, à la fois le contenu de la Maison des Feuilles. Mais la Maison des Feuilles, qu'est-ce que c'est ? C'est un essai sur un film en fait qui s'appelle le Navidson Record. Ok. C'est un film, dès le début, c'est dit, ça n'existe pas. C'est un film qui n'existe pas. Donc en gros, pour vous résumer déjà l'histoire là, c'est l'histoire d'un mec qui trouve un livre qui est un essai écrit par un aveugle sur un film qui n'existe pas. Ok, salut. Voilà, et ça c'est le truc le plus simple de l'histoire. Le mec il avait pris déjà un élastique autour de son bras, il avait bien serré, il avait commencé à piquer, hein, parce que... Ouais. En soi, au début, en fait, faut le dire tout de suite, genre les 120 premières pages, c'est une plaie à lire. C'est un enfer, parce qu'en gros, ça va me parler de la maison de... Voilà, c'est écrit tout petit, c'est écrit vraiment tout petit. C'était marqué note de fin, je crois, un truc comme ça. Enfin... Non, mais c'est écrit tout petit. Attends, Et en fait... on est quand même prévenu avant tout, c'est marqué, ceci n'est pas pour vous. D'accord. Alors, quand t'apprendras à lire, hein, putain. En fait, en gros, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais le livre se fout de ta gueule tout le long, en fait. En gros, et à la fin, à la limite, c'est pourquoi tu m'as lu, ça sert à rien de me lire. Mais bon, on va revenir. Et du coup, en fait, vraiment, le début du livre va s'axer sur la Maison des Feuilles. Donc la Maison des Feuilles, c'est l'essai, ok. Donc sur l'essai. Et en fait, l'essai, c'est une grosse parodie de tous les trucs ultra pompeux qu'il y a dans la critique littéraire, tu vois. Donc Une parodie, pas en mode drôle. une parodie, mais en fait, c'est ça, quoi. Tu vois bien que l'auteur le tourne en dérision. En gros, dans la Maison des Feuilles, il y a énormément d'universitaires qui rédigent des articles sur le Navidson Record. Voilà. Et donc en fait c'est pour ça que c'est un essai, la Maison des Feuilles, c'est parce qu'en fait il y a plein de gens qui donnent leur avis, des universitaires, des cinéphiles, et plein de gens qui donnent leur avis ultra pompeux sur... Des VGM. Bah moi je suis pas, non, moi pas du tout au cinéma, je déteste ce genre de personnes, mais il y en a une quantité phénoménale. Voilà, les mecs qui vont t'analyser le moindre carré de plan de pixels à droite et ils pensent que c'est la vertu de Dieu et du réalisateur, de la femme, du père, enfin voilà, tu sais, genre des mecs. Ouais, en gros c'est ça, les volets sont bleus, on sent toute la tristesse de l'auteur à travers ces volets bleus. Tu le fais beaucoup mieux que moi, mais c'est exactement ça. Ouais. Et c'est ça sur 100. J'ai aussi eu un prof de français. Hein. ouais, mais non, mais t'as mieux que le prof de français, tu vas sur la communauté cinéma Sens Critique, c'est ça, 50% du temps. Et donc, et finalement, en soi, la caricature du truc est bien faite. Enfin, c'est pas une caricature, c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est vraiment ultra chiant, mais c'est aussi chiant que si tu le lisais en vrai, puisque tu le lis en vrai, en fait, finalement. Donc tu te dis, ok, allez, je m'accroche, je continue. Il faut déjà, je sais pas combien d'heures pour lire ça, parce que c'est interminable. Et après, finalement, alors, parce qu'en fait, au début, donc, c'est toutes les critiques du Navidson Record, qui est le film. Et après, on arrive au Navidson Record. Donc après, finalement, la Maison des Feuilles va décrire ce qui se passe dans le film. Ok ? Donc en fait, et par contre là ça commence à devenir intéressant. Moi ça devient compliqué. C'est pour ça que j'essaie de parler un peu doucement pour... N'hésitez pas à revenir en... Attends, je vais le mettre en 0.5 à la vitesse là parce que N'hésitez pas à revenir en arrière. pour comprendre ce qu'on dit. Donc en gros ça. Ce n'est pas facile. Mais vous pouvez y arriver, on y croit. Exact. Sur vous. Sur vous. You make us better. J'espère que je vais vous dissuader de perdre votre temps. Et donc le Navidson... Là tu vas leur dissuader de leur temps en voyant on mettra en dernière œuvre de l'intérêt culturel. Et du coup, le Navidson Record, en fait, c'est l'histoire d'un autre mec qui s'appelle Will Navidson, ok, qui est un photographe ultra réputé, mais ça n'existe pas, hein, parce que le film n'existe pas. Donc ça, c'est complètement le fictif. Je sais pas pourquoi ça existe, mais ça n'existe pas. Et donc en fait, en gros, ce mec-là, t'as toute sa vie qui est racontée. Ouais, je m'accroche.
Non, parce que là, c'est vraiment la partie la plus intéressante. En fait, en gros, pour faire très simple, ça parle de l'histoire d'une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça va, c'est assez simple. Non, c'est non, ce n'est pas, tarot, j'ai rien compris moi. ce n'est pas simple du tout. Comment tu sais qu'elle est plus grande dedans que C'est tout dehors l'intérêt du livre, c'est pour ça que je me suis payé 800 pages, c'est pour comprendre pourquoi elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas censé être normal, Tu putain. comprends? Mais non. À ton avis, je devrais C'est faire lui. une prise ou une garde sang là-dessus parce que Ta je gueule. trouve que j'ai un jeu pas mal. En fait, en gros, non. En fait, ce livre se fout vraiment ta gueule. Mais ça, c'est vraiment la partie intéressante du bouquin, c'est que ça va vraiment raconter l'histoire de la famille de ce mec-là qui habite dans cette maison et qui un jour se rend compte que sa maison, quand il la mesure pour faire des travaux, elle fait genre, c'est rien, genre 10 mètres à l'extérieur et 11 mètres à l'intérieur, tu vois. Alors le mec il est un peu perturbé, il commence à faire appeler plein de gens. Ah oui, c'est les mesures de l'extérieur de la maison. C'est pas Qui genre correspondent c'est pas. pas la maison la plus grande que le Si. monde extérieur. Aussi. Parce qu'en fait à la maison, à un bout d'un moment il se rend compte qu'il y a une porte qui était... Il part en vacances, il revient et il y avait une porte qui était pas là, qui est là. Craig Gag avait cru comprendre il ouvre. pendant une seconde. En gros, non, en gros il ouvre la porte et la porte, est censée donner sur le jardin. Mais ça donne pas sur le jardin, ça donne sur un couloir. Narnia en fait. Donc de là... Oui. Ah, c'est le couloir de Pity, mec. Mais c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, il avance donc, il part à l'exploration du couloir et le couloir donne sur un autre couloir et donne sur un autre couloir. Et en fait, tu te rends compte que l'espace à l'intérieur de la maison est infini. C'est un film qui fait peur en fait. Et en fait, Un livre. non mais ça, moi j'ai trouvé ça la partie Davidson Record enfin c'est vraiment le truc qui m'a passionné dans le Ouais, bouquin. c'est bizarre, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air marrant. C'est bizarre. Mais c'est super intéressant, ça fait un peu thriller, tu vois, parce que finalement, le mec il fait venir des gens, des équipes de caméramans, ils partent à l'exploration de la maison, tu vois. Ils partent des fois une semaine à l'intérieur de la maison pour l'explorer, tu vois. Et en fait, c'est une maison qui. T'as l'impression. En fait, tous les couloirs sont vides, y a rien. C'est juste vraiment des couloirs, genre sans texture, y a rien. Et en fait. Non, mais je veux dire, Développeur, quoi. y a pas du tout de poussière, y a rien, tu vois. Genre, c'est des couloirs. C'est vraiment une sorte de thriller à l'intérieur de la maison. C'est des couloirs vierges. Et ouais, vierge. Et les gens deviennent, quand ils l'observent, ils deviennent complètement fous parce que t'as pas de lumière, t'as rien. Et en fait, la maison elle bouge constamment. Tu te retournes, des fois, le couloir duquel t'es venu, il est parti. Donc en fait, ils prennent du fil de pêche et en gros, ils tracent leur chemin constamment. Enfin, voilà. Ça, c'est toute l'histoire du Davidson Record. Il a l'air cool ce film qui n'existe pas. Et ce film qui n'existe pas est vraiment cool. Il est vraiment bien. Surtout que du coup, vu que ça raconte, c'est pas seulement l'histoire de Davidson, mais de sa famille qui habite dans la maison. Donc il a 2 gosses et une femme. Ok. Donc ils font aussi partie de l'histoire. Et du coup, il fait venir d'autres gens, etc. Donc ça, cette partie-là est vraiment très intéressante. Et c'est, on va dire, entre le premier tiers et le deuxième tiers du bouquin où il raconte ce qu'ils appellent les explorations. En fait, ça se découpe en exploration 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 ou 6. Et à chaque fois, ils vont plus loin. Et à chaque fois, ça dure plus longtemps. Et à chaque fois, ils partent de plus en plus dans la folie. Donc ça, c'est vraiment le partie la plus intéressante du bouquin. Donc là, vous vous êtes dit, peut-être que finalement, c'est cool. Vraiment, peut-être que ce bouquin a un intérêt. Peut-être. Hein. Sauf que sur le dernier tiers, en fait, on revient vraiment, revient se focaliser sur Johnny Errant, donc c'est le mec qui a trouvé le bouquin, hein, pour rappel, et sur sa vie. Sauf que sa vie à Johnny Errant, je vais vous la résumer. En gros, c'est la journée, il est dans un salon de tatouage, il fait son taf, il est malheureux et il bande sur une stripteaseuse qui vient se faire tatouer. Et le soir, il part se bourrer la gueule avec son ami Lude. C'est Venaxi en fait. Et... On va peut-être couper ça. Bon. Regarde-t-il seulement les vidéos? Et en fait, sa vie est non seulement elle est complètement inintéressante, mais en plus ce mec il est en train de devenir complètement starbe à cause du Davidson Record qu'il lit en fait. Enfin à cause de la maison des feuilles qui part du Davidson Record qu'il lit. Enfin il y a de quoi devenir fou, je suis d'accord, on est complètement... Toi, est-ce que c'est arrivé? Moi... Je suis devenu fou. J'ai pas le bruit d'Inception sur mon portable. C'est con parce que je l'aurais balancé. Non mais en fait je comprends limite le mec effectivement tu peux devenir fou quand tu lis le truc mais enfin ça va pas marcher sur moi mais je pense que c'est l'effet voulu, c'est que toi aussi tu deviennes fou en lisant le bouquin comme le mec quand il le en lit fait, en fait. c'est vachement méta en fait. Je comprends. Ah non mais le mec il se branle sur du méta tout le long en fait. Je comprends que du coup que ça soit un peu adulé comme livre parce que c'est il y a beaucoup qui parlent, toi tu l'as peut-être même. Il y a beaucoup qui parlent de ce livre comme une des meilleures expériences de lecture qu'ils ont jamais lues. Même une amie et moi. Je vais parler du côté méta justement qui est vraiment poussé à fond. Donc voilà, donc il y a ce mec là qui devient complètement fou et en fait il y a des trucs mais c'est au bout d'un moment, enfin t'as vraiment l'impression que l'auteur il se fout de ta gueule, genre voilà en fait parce que ce mec là il baise toutes les meufs qu'il rencontre. Alors il est décrit comme un laidron, tu vois. Mais c'est le mec, il va voir une fille dans un magasin, il lui dit hello tu pues et il la baise. Il va voir Ce pouvoir de drague. c'est clair. Non mais il va voir Tant de choses à prendre. il va voir une traductrice, enfin une des meufs qui a bossé avec Zampano, tu vois, l'aveugle. Et du coup il dîne avec elle.
elle appelle une pote, ils les baissent toutes les deux. Enfin, genre, des trucs, mais ça n'a aucun sens. C'est mon Ça, héros. non, mais tu sais, c'est la land of opportunity américaine. Genre, parce qu'en fait, c'est vraiment raconté de manière sérieuse et tout. Et en fait, quand tu le livres, tu penses encore qu'il y a une histoire, qu'il y a un intérêt, qu'il y a une intrigue et tout. Et t'es là, mais. Enfin, faut arrêter. Non seulement ça n'a aucun intérêt, en plus, tout de ma gueule. Enfin, bref. Du coup, et toute la fin lui est consacrée en fait. Genre, t'as plus de 100 pages à la fin ou 200 pages qui lui est consacrée, mais tu te dis du coup que va vraiment. Parce qu'en fait, à la fin, il se met à chercher la maison et tout. Enfin, je sais rien spoiler, parce que de toute façon, il n'y a pas de spoil, mais vu qu'il n'y a pas de résolution d'histoire. et en fait. C'est le spectre en fait. C'est ça le spoil, c'est qu'il n'y a pas de résolution d'histoire, mais. Et c'est comme Spectre. Non, c'est pire. Dommage, on met plus de temps à lire que l'apparition de Monica Bellucci. Et ça, c'est clair. Et en fait, tu te dis que enfin, du coup, va y avoir un rapport, tu vois. Parce que, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs méta et tu te dis ok. Et surtout que le dernier chapitre, il est marqué, il s'appelle La vérité transcende le récit. Donc tu te dis, ça y est, je suis arrivé. C'est là. Et en fait, non, rien, le vide quoi. Et en fait, en gros, ce qu'il essaie de te montrer plus ou moins de tout le long, le livre, c'est que la maison, en fait, elle est vide. Et bah la maison c'est comme le bouquin en fait, c'est pour ça le bouquin c'est la maison des feuilles, bah la maison elle est vide et le bouquin il est vide. Et en fait c'est pour ça que c'est super méta dans l'idée parce que c'est qu'en gros le mec essaie de te montrer que bah en fait il a fait un bouquin vide sur une maison vide. Sur un film vide. Sur un film vide qui n'existe pas avec un aveugle. Enfin tu sais genre en fait en gros c'est... Et c'est pour ça que je dis que c'est... Alors moi je suis hyper fan de l'idée, si tu fais ça sur un essai ou une nouvelle ou un essai 150 pages, mais sur 800 pages, vous êtes sérieux les mecs, sur 800 pages tu montres à quel point ton bouquin il est vide, et c'est vraiment ça quoi, genre vraiment, et si les gens ils crient au génie, c'est en mode oh là là putain bien joué mec, tu m'as enculé quoi, genre c'est... Et bah non, pas bien joué quoi, moi j'ai passé je sais pas genre 20 heures, 30 heures à lire ce livre, j'ai passé 2 mois dessus parce qu'il est hyper douloureux à lire tu vois, et dans le genre méta, il y a des mecs qui trouvent que c'est du génie parce qu'en fait vu que la maison tu vois elle s'étire ou elle rapetit des fois, vu qu'elle est d'espace infini, elle est pas définissable dans l'espace 3D, et bah quand elle va s'étirer, et bah en gros il va étirer son écriture et la phrase elle va être sur 3 pages tu vois, ou alors il va tout cadenasser, tu vois vraiment il va y avoir des styles comme ça. Là Yo défile des pages où c'est écrit sur le côté gauche, c'est écrit sur le côté droit, c'est écrit en diagonale. Et ça dans l'idée, ok c'est super cool, mais les mecs le livre est pas génial juste pour ça, enfin ça suffit pas tu vois. Et en fait moi vraiment ce que je reproche au truc c'est que voilà c'est une coquille vide, et certains vont me dire mais oui mais c'est le but. Il y avait des notes de musique. Non mais oui, mais il y a... J'ai pas fait de solfège. Eh bah moi j'étais content qu'il y avait ces pages là, à moins ça, allez hop on avance dans le bouquin. Là je te dis, j'ai facilement lu 20 pages. J'ai facilement lu 20 pages. Et à côté il te faudra 2 heures pour en lire 20 autres tu vois. Parce qu'en plus, ah oui ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a énormément de notes de bas de page. Parce qu'en fait du coup Johnny Errant il annote la maison des feuilles, mais la maison des feuilles annotait le Navidson Record, et dans le Navidson Record t'avais des notes sur les personnages. Et chaque personnage a son... pour que tu t'y retrouves tu vois dans les notes. Parce que du coup, quand t'as 4 notes numéro 1 sur une seule page, tu comprends plus rien. Ouais, t'as les chiffres romains, t'as les chiffres normaux. Voilà, même t'as des alphas, des bêtas, des fois ils pètent un câble, ils dessinent des animaux, enfin genre C'est marrant quoi. Non c'est pas drôle, non, c'est rien de marrant. Mec quand t'as Mais quand passé... tu m'expliques c'est drôle. Oui, quand t'as passé 30 heures à... Non mais en fait vraiment ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment des moments où moi j'ai vraiment adoré le bouquin, le Navidson Record. Ça a vraiment développé mon imagination, et il y a vraiment des trucs, moi ça m'étonne pas qu'un mec qui a fait Alan Wake ait adoré cette partie-là, qui est hyper en mode thriller, qui est passionnante, tu vois, vraiment. Et quand je discutais avec mes éclaireurs qui avaient adoré, c'est vraiment la partie qu'ils avaient kiffé aussi. Après, moi, vraiment, la partie que je reproche, c'est vraiment le côté coquille vide volontaire. Et pour moi, il y a une phrase qui résume vraiment super bien ça, c'est quand en fait parce qu'à la fin évidemment limite en fait à la fin en fait il y a des annexes, il y a plein d'annexes aussi, et ça te renvoie à des annexes, voilà, parce qu'en fait du coup t'apprends dès le début que en fait la mère de Johnny Errant elle était dans un hôpital psychiatrique, elle lui envoyait des lettres, donc enfin ça peut expliquer pas mal de choses sur les qualités mentales des personnages. Et à la fin dans une des annexes il cite plein de personnages, dont Carpenter, machin, comme quoi ces mecs-là auraient commenté le Navidson Record. Ou la maison des feuilles, je sais plus, enfin bref, il inclut, voilà, et, Pharaon, Pi 3, machin, enfin non, il va pas jusque là, mais il se tape des délires comme ça. Pitbull. Et à la fin, il y a une citation d'un personnage qui dit, mot pour mot, hein, ne vous y trompez pas, ceux qui écrivent d'énormes livres n'ont rien à dire. Donc pour moi, là, c'est la phrase qui résume tout son bouquin. Et il te le crache. Alain Damasio t'encule. Non mais violent. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais pas toi. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que pour moi, c'est comme tu dis, je t'ai niqué quoi. Genre c'est vraiment le truc genre non mais mec t'es encore en train de lire mon livre, t'as pas encore arrêté quoi, t'as pas encore compris que tu perdais ton temps. Et en fait du coup pour moi pourquoi je vous le présente à l'interview culturelle, c'est juste parce que
Moi, je l'ai vraiment lu parce que voilà, il a 8,5 de moyenne sur son critique, j'ai des éclaireurs qui adorent. Il y a Sam Lake qui faisait la pub sur Twitter. Enfin, tu vois, moi je me dis, il y a plein de grands noms, des thrillers et tout qui adorent. Je me dis, ok, il fallait le lire. Et bah maintenant que vous savez ce que c'est, réfléchissez à plusieurs reprises avant de le lire parce que. D'un côté, moi je regrette pas de l'avoir lu, tu vois. Je regrette vraiment pas de l'avoir lu parce que bah, je suis con. C'est quand même un truc hyper unique, hyper spécial. Et voilà, s'il y a des gens qui l'ont lu, je pense qu'il y a moyen d'avoir des débats intéressants, etc. quand même, parce que moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de branlettes parce que il étale trop ses idées sur trop de temps et ça sert trop à rien, il te montre trop qu'il t'encule. Mais dans l'idée, si ça avait été plus court, plus condensé et plus intéressant, il y a quand même vraiment des trucs bien. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais mis 5 sur 10, c'est pas 2 ou 3, voilà, parce qu'il y a quand même des trucs bien dans ce livre. Donc je suis content de l'avoir lu. Mais attends que j'ai lu, de toute façon, tu reviens pas en arrière. Mais honnêtement, après, vraiment, je vous le conseille pas vraiment. En fait, je vous le conseille pas du tout, sauf si vous voulez vraiment tenter l'expérience. Après, il faut savoir que c'est un livre qui m'a coûté, genre, je sais plus, 25 ou 30 balles, parce que c'est pas des petits bouquins non plus. C'est marqué 12,95€, donc tu vas te calmer. Ouais, bah, c'est le prix que j'ai souffert. Non, parce qu'en fait, je me rappelle, parce qu'en fait, à la base, il est en grande version, grande, et c'est la grande version, et du coup, finalement, j'ai cherché en version poche, parce que justement, j'avais un peu peur. Oui, j'aime, oui, si tu veux. Non, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même un livre qui est pas donné, c'est pas le livre de poche à 5 balles, quoi, donc voilà. Bref, pour terminer sur La Maison des Feuilles, vous l'avez compris, c'est un truc très spécial, qui est vraiment... Tout aussi vite que ton argumentaire la plupart du temps. Non. Donc voilà, La Maison des Feuilles, je dirais pas jusqu'à vous dire de vous faire votre propre avis. Faites-vous votre propre avis par rapport à ce que j'ai dit là, en fonction de si ça vous tentait ou pas, si ça vous tente encore ou pas. Parce que par exemple, je sais que Gag, par exemple, ne veut plus le lire. Non. C'est. Je voulais à la base. Non mais voilà, moi j'estime qu'à un moment on a un temps limité dans nos vies et tu décides de ce que tu fais ou non. Et passer 30 heures à lire un bouquin qui te montre que finalement t'as perdu 30 heures de ta vie, bah moi je trouve pas ça très drôle, même s'il y avait des trucs bien dans le bouquin. Donc voilà, à vous de décider. Je trouve qu'en tout cas que c'est clairement overhypé de chez overhypé. Ok, il y a des idées, ok, il y a des machins, mais les mecs, faut arrêter. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc un peu chelou, un peu spécial, avec des trucs méta tirés de tous les côtés, faut arrêter de crier au génie, quoi. Là vraiment, on stop. Donc voilà, très très sceptique. Si vous avez adoré, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez adoré, mais les gens généralement qu'ils ont adoré, comme je le disais, ils me disent ah non mais j'ai adoré qu'on montre à quel point ma lecture a été vaine. Ok. Ok. À partir de là on est d'accord, tu vois. À partir de là on est d'accord, moi j'ai pas trop d'arguments à te donner. Moi j'ai pas aimé ça, mais voilà. Et après il y en a qui aiment la sodomie, il y en a qui aiment pas. Chacun son truc. Je ne suis pas juge de tout le monde. Enfin, de toute façon, sachez-le, c'est ceux qui font les vidéos tests les plus longs qui n'ont rien à dire. Vous avez fait les deux meilleures phrases de conclusion qu'on pouvait. Il y en a qui aiment la sodomie, il y en a qui l'aiment pas. Et en gros, comme nous, on fait de la merde. Mais après tout, comme on le disait à l'autre, une bonne sodomie, ça peut changer ta vie. Donc, Regardez Zenaxi. Ah, attendez. Ça peut peut-être éventuellement vous décider. Catwoman Eternal, donc le nouveau comics Catwoman qui est la suite de Catwoman New 52. Il y en a beaucoup, alors. Ouais, il y a eu 5 tomes pour l'instant qui sont sortis, dont les 3 derniers qui étaient scénarisés par Ann Nocenti et qui étaient absolument nuls, mais nuls à chier. C'est vrai que puisque... commencé à lire toute la saga Catwoman. C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que Ann Nocenti, elle s'est dit je vais marquer l'univers Batman et Catwoman de mon empreinte. Et donc, elle a inventé des personnages qui ne sont absolument pas cohérents avec l'histoire et qui ne servent strictement à rien. Tu vois, par exemple, un de ces personnages qui est la fille du Joker, par exemple, non, mais ça spoile pas, mais la fille du Joker, elle a créé ce personnage. Au bout de 2 chapitres, il est plus dans le Catwoman et le personnage va dans Suicide Squad. Et genre il reste pareil un chapitre avant de se faire jarter. Enfin, c'est un personnage qui sert à rien et qui savent pas où placer, par exemple. Oui, d'accord. Et donc Ann Nocenti avait un peu fait de la merde, pourtant les 2 premiers tomes étaient relativement bien partis, nous présentant une Catwoman finalement extrêmement tiraillée, enfin une Catwoman qui est toujours sur la ligne entre le bien et le mal, toujours pour servir ses propres intérêts dans tous les cas. Et là en fait Catwoman Eternal c'est en parallèle de Batman Eternal, et cette Catwoman là elle n'est plus Catwoman. Catwoman elle a rangé le costume. Maintenant elle est devenue... Comme au début de Dark Knight Returns quoi. Ouais ben... C'est ça. Elle a rangé le costume en fait et elle est devenue reine de la pègre à Gotham. Et c'est juste
trop bien, je kiffe l'idée parce que Catwoman en fait on connaît tout son charme en tant que personnage félin, relativement intelligent, extrêmement agile, et là d'un coup on la découvre sous un autre jour, elle est extrêmement intelligente dans toutes ses actions, dans tous ses gestes. Elle contrôle sa propre famille qui essaye de s'étendre, qui essaye d'étendre son pouvoir dans Gotham, mais elle essaye aussi surtout de débarrasser les rues de Gotham de toute la merde, par exemple de la drogue, des armes, etc. Ouais. Elle essaye, mais elle se rend compte que forcément il y a des compromis à faire et que de toute façon avec toutes les familles c'est pas possible. Et plutôt il y a un problème qui se passe avec Roman Sionis, qui n'est personne d'autre que Black Mask, et qui lui par contre essaye de forger une alliance contre la famille des Calabresi, donc qui est la famille de Catwoman, et essaye tout simplement de foutre la merde à Gotham. Et donc en fait il n'y a presque pas d'action dans ce tome là qui regroupe les 5 premiers chapitres, 5, 6, peut-être les 7 premiers chapitres, je sais plus, et en fait il n'y a presque pas d'action, c'est surtout l'univers de la pègre et comment il s'inscrit si tu veux dans l'univers Batman, puisque Batman va retrouver aussi le personnage de Selina Kyle qui est Catwoman et va lui demander justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. Surtout qu'il y a une nouvelle Catwoman qui est apparue en fait, qui s'est dit Catwoman a rangé le costume et il y a une autre Catwoman. Il y a une autre Catwoman, donc bordel. En fait, ouais, c'est ça, c'est un peu le bordel. Et du coup, Batman sait que Selina Kyle n'est pas cette Catwoman-là. Donc, du coup, si tu veux, au niveau des personnages et de leurs relations, ça donne des trucs extrêmement intéressants. Mais le meilleur personnage reste Selina Kyle, qui a un charisme de malade. À chaque fois qu'elle est sur une des planches du comics, elle crève le truc, quoi. Elle est fantastique. Elle est très bien écrite et surtout elle est mise en avant d'une façon absolument sublime. Et le truc c'est que, ça parle beaucoup puisque c'est de la pègre, etc. Et le truc, ce qui est un peu dommage au niveau de l'écriture, c'est que même si c'est bien écrit, c'est écrit de manière un peu trop cryptique parfois. Ah oui, au niveau des des plans super secrets, tu sais, je te fais ceci, cela, mais les personnages, ils dévoilent jamais leurs vraies intentions dans leur dialogue. Et je trouve que le scénariste, il s'est un peu trop reposé sur l'idée justement que le lecteur pourrait deviner l'intention du personnage, alors qu'il y a certains trucs, c'est pas vraiment possible à comprendre. Mais il y a énormément de retournements de situation en fait, et ça fait qu'on a un récit qui est vraiment rythmé, qui est extrêmement rythmé, où ça bouge beaucoup, malgré la lenteur générale, ça bouge beaucoup. Et on voit aussi les magnifiques putains d'artwork qui servent en introduction de chapitres, qui sont changés d'ailleurs par la suite. C'est un autre artiste qui les fait, puisque de toute façon les artistes changent durant les comics, tu vois. Ouais, l'artiste change, je crois que même le scénariste change, je ne suis pas sûr. Et enfin ce premier tome de Catwoman, Reine du crime, était un plaisir à lire, un vrai plaisir. C'était surtout en fait après la déception que furent les 3 comics d'Ann Nocenti, là quand on arrive là-dessus et qu'on découvre un nouveau Catwoman qui est plus une pute, parce que celle d'Ann Nocenti était une vraie pute, c'était regarde mes seins, surtout qu'elle avait une paire 10 fois plus grosse que ce qu'elle a là, et là on a une Catwoman qui est posée, réfléchie, un univers extrêmement sombre. C'est super bien dessiné, en fait, ça fait encore... moi j'adore ces traits-là, ces traits où ça fait pas terminer en fait. Ça fait extrêmement... Voilà. Un long Halloween. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est extrêmement propre. Pas aussi prononcé quand même. Non, un long Halloween c'est vraiment très spécial. Mais là, il y a des trucs vraiment, on dirait que c'est un petit peu encore gribouillé, que c'est à l'état de croquis, et pourtant c'est dessiné par-dessus et ça rend un truc un peu... sale, extrêmement propre, mais assez sale, qui correspond parfaitement à l'image de ce tome et à l'univers de Gotham. Donc du coup en fait ça nous donne un tome qui est passionnant à lire. On n'attend qu'une chose forcément, c'est la suite. Il est pas encore sorti, du coup c'est assez récent celui-là. Oui, il est sorti en septembre, 14 septembre, un truc comme ça. 2015. Ouais, 2015. Donc vraiment c'est tout récent. Et moi je peux qu'une seule chose, c'est vous le conseiller, quoi, parce que vraiment c'est le premier comics que j'achète, puisque moi vous me connaissez, je suis plutôt manga. C'est vraiment je suis tombé amoureux de cette Catwoman, qui est très certainement la meilleure Catwoman avec celle de Ed Brubaker, un truc comme ça, puisque j'ai lu tous les Catwoman depuis. Donc, les comics Catwoman. Donc du coup, pour moi c'est un des meilleurs comics Catwoman qui soit sorti. Je vous le conseille vraiment, lisez-le. Au pire, faites-vous une idée juste en trouvant le premier chapitre quelque part sur internet, mais je vous jure, normalement vous ne devriez pas le regretter.
Ok, bah, tant mieux, super, ça a l'air super intéressant. Mais ça l'est. Ça Et oui. l'est. Au revoir à toutes et au revoir à tous. On espère que ça vous aura plu et on vous dit tout de suite à la prochaine fois. Bye bye. Exactement, n'hésitez pas. Dans 2 semaines pour un prochain interview culturel. En attendant, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à faire partager les œuvres à vos amis, à liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout à donner vos suggestions d'œuvres à expédier et à explorer. Surtout à explorer. Parce que si vous nous faites des suggestions, on supprime le commentaire en fait. Mais faites-nous quand même des suggestions. Non, comme ça, on pourra les explorer dans un prochain interlude. Voilà. Qui sera à cet effet. C'est prévu à cet effet, c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Voilà. Donc n'hésitez pas et en tout cas, restez là et à dans 2 semaines et ça nous fait plaisir. À plus. Ah, ciao. Voilà.